bienvenue dans notre programme. Dans cet épisode, nous revenons sur une série d'événements majeurs qui témoignent d'une intensification notable des dynamiques militaires et géopolitiques en Europe de l'Est et au Moyen-Orient. Au cours de la nuit dernière, une attaque de drones ukrainiens a visé une importante usine chimique située dans la région de Voronezh, en Russie. Le site, désormais en proie aux flammes, constitue l'un des piliers de l'industrie chimique russe. Il produit notamment de l'ammoniac, de l'acide nitrique et du nitrate d'ammonium, des composants essentiels non seulement pour l'industrie civile, mais également pour la fabrication d'explosifs. À ce titre, cette installation s'inscrit directement dans la chaîne d'approvisionnement du complexe militaro-industriel russe, contribuant à la production de munitions. Cet incident s'inscrit dans un contexte d'escalade technologique et tactique. En mars 2026, pour la première fois depuis le début de l'invasion à grande échelle de l'Ukraine, Kiev aurait déployé un nombre de drones d'attaque supérieur à celui utilisé par la Russie sur la même période. Le ministère russe de la Défense affirme avoir abattu plus de 7300 drones ukrainiens. Toutefois, ces chiffres ne reflètent que les interceptions revendiquées, laissant supposer qu'un nombre significatif d'appareils atteint ces cibles. Des exemples récents, tels que les frappes répétées sur le port stratégique d'Oust-Louga, illustrent cette réalité. Ce site clé pour les exportations énergétiques russes a subi des dommages continus pendant plus de 2 semaines. Parallèlement, l'armée de l'air ukrainienne rapporte avoir fait face, le mois précédent, à plus de 6400 drones et 138 missiles russes. Environ 90% des drones et près des 3/4 des missiles auraient été neutralisés, témoignant d'une efficacité croissante des systèmes de défense ukrainiens. Les conséquences économiques de ces frappes sont considérables. Les attaques visant les infrastructures pétrolières russes dans la région baltique auraient entraîné des pertes estimées à près d'1 milliard de dollars en revenus d'exportation, sans compter les dégâts matériels irréversibles. Selon certaines analyses, plusieurs offensives contre des terminaux portuaires majeurs ont perturbé des installations par lesquelles transitent plus de 40% des exportations maritimes russes. À elles seules, certaines destructions auraient entraîné la perte de centaines de millions de dollars de pétrole. Dans ce contexte, le Kremlin reconnaît implicitement ces vulnérabilités. Des déclarations récentes indiquent que la Russie n'est pas en mesure de garantir pleinement la protection de ses infrastructures énergétiques, une réalité désormais bien établie. Face à cette situation, l'Ukraine a proposé, par l'intermédiaire des États-Unis, un cessez-le-feu ciblé sur les infrastructures énergétiques. Le président Volodymyr Zelensky a confirmé cette initiative, précisant que son pays était prêt à suspendre les frappes durant la période de Pâques, à condition d'une réciprocité stricte. Il a également souligné que, en cas de poursuite des attaques russes, l'Ukraine maintiendrait sa stratégie de frappe en profondeur visant les capacités économiques et militaires adverses. Cette approche s'inscrit dans une logique de pression prolongée. Kiev considère que la réduction des revenus pétroliers russes constitue un levier essentiel pour limiter la capacité de Moscou à soutenir son effort de guerre. Dès lors, toute désescalade dépendrait d'un engagement concret de la Russie à cesser ses propres attaques. Par ailleurs, une dimension internationale vient complexifier davantage la situation. Selon des informations relayées par des sources proches du renseignement ukrainien, la Russie aurait fourni à l'Iran une liste détaillée de 55 cibles stratégiques liées aux infrastructures énergétiques israéliennes. Ces cibles incluraient des installations critiques classées selon leur importance, allant des centres de production majeurs aux réseaux de distribution régionaux et locaux. Ces révélations suggèrent un approfondissement significatif de la coopération militaire et du partage de renseignements entre Moscou et Téhéran. Elles indiquent également que ces informations auraient pu faciliter des frappes de précision contre des infrastructures sensibles en Israël, notamment au sein de son réseau électrique. Enfin, sur le plan informationnel, la Russie semble également intensifier ses opérations d'influence. Des éléments indiquent une tentative d'acquisition ou de contrôle de canaux Telegram destinés au public arabophone, dans le but de diffuser des contenus de désinformation et d'influencer l'opinion dans cette région stratégique. Dans l'ensemble, ces éléments traduisent une guerre qui dépasse désormais largement le cadre du front ukrainien, s'étendant à des dimensions économiques, informationnelles et géopolitiques globales. Selon le rapport du Centre de communication stratégique de l'Ukraine, les administrateurs de chaînes Telegram s'adressant à un public arabe au Moyen-Orient ont récemment commencé à recevoir des sollicitations les incitant à diffuser des vidéos à caractère anti-ukrainien. En réalité, ces démarches prennent l'apparence de requêtes individuelles, souvent attribuées à des identités féminines aux consonances slaves, invitant des blogueurs arabes à publier des contenus portant sur, je cite, le non-respect des accords entre l'Ukraine et les pays arabes, ou sur des thématiques analogues. Ces contenus audiovisuels sont fournis prêts à l'emploi et mis à disposition gratuitement. Il ne reste aux administrateurs qu'à les publier et à les relayer comme s'il s'agissait d'informations crédibles, dans le but de susciter un fort engagement. Réaction, mention, j'aime et vu, d'autant plus probable que le sujet, hautement polémique, attire l'attention. Dans ce contexte, les avancées de l'Ukraine, difficilement contestables, apparaissent comme un facteur déclencheur, notamment pour Moscou, dont l'influence stratégique dans la région s'est érodée et qui cherche désormais, avec insistance,
à compenser ces revers sur le plan informationnel. Le mécanisme mis en œuvre se révèle d'une simplicité redoutable. Des contenus falsifiés sont élaborés en amont, puis leur diffusion est financée afin d'en assurer la propagation au sein des communautés arabophones, tout en leur conférant l'apparence d'opinion spontanée émanant de la population locale. D'après le Centre ukrainien pour la communication stratégique et la sécurité de l'information, cette stratégie s'inscrit dans une logique plus large, où la volonté de Vladimir Poutine de poursuivre la guerre contre l'Ukraine à tout prix engendre un déficit budgétaire croissant, au détriment direct des conditions de vie de la population russe. Ainsi, la Fédération de Russie semble mobiliser l'ensemble de ses ressources au service de son appareil militaire, au prix de conséquences sociales et économiques profondes. Cette dynamique s'est notamment illustrée à la suite d'une rencontre entre Vladimir Poutine et de grands oligarques. Parmi eux, l'un des hommes les plus riches du pays, Oleg Deripaska, a proposé l'instauration d'une journée de travail de 12 heures assortie d'une semaine de 6 jours, qu'il présente comme l'unique moyen d'éviter l'effondrement économique. Une telle mesure constituerait une atteinte grave aux droits fondamentaux des travailleurs russes et contreviendrait aux normes établies par l'Organisation internationale du travail. En réalité, certains acteurs du monde des affaires en viennent à évoquer des formes de travail coercitif, conséquence directe des charges financières considérables imposées par le Kremlin aux grandes entreprises pour soutenir l'effort de guerre. Chaque société se verrait ainsi contrainte d'assumer des coûts dépassant les 100 milliards de roubles, incitant leurs dirigeants à transférer ce fardeau sur les salariés ordinaires afin de préserver leur capital. Cette orientation a trouvé un écho favorable dans certains cercles académiques. Gennady Onischenko, membre de l'Académie des sciences de Russie, a ainsi affirmé qu'un tel rythme de travail pouvait être considéré comme normal, notamment dans les secteurs extractifs, ajoutant qu'un effort intensif, jusqu'à l'épuisement, en particulier pour les hommes, serait nécessaire pour soutenir l'économie nationale. De telles déclarations mettent en lumière une réalité préoccupante. Le financement de la machine de guerre apparaît comme une priorité absolue pour les autorités, au point de justifier des sacrifices humains et sociaux considérables. Malgré ces efforts, l'économie russe continue de se dégrader, tandis que la corruption connaît une progression alarmante. Selon le service de renseignement extérieur ukrainien, le montant moyen des pots de vin aurait atteint 1 million de roubles d'ici la fin de l'année 2025, avec plus de 36 000 affaires de corruption recensées en une seule année. Parallèlement, l'industrie russe traverse une phase de stagnation aiguë depuis le début de l'année 2026. Le secteur métallurgique, longtemps pilier de l'économie nationale et source essentielle de devises, est entré dans une crise systémique entre 2025 et 2026. La rentabilité globale du secteur est tombée à 9,6%, un niveau inférieur au coût du service de la dette. Une entreprise sidérurgique majeure, Ural, basée à Novotroitsk, autrefois bénéficiaire à hauteur de 11 milliards de roubles, a enregistré en l'espace d'un an une perte nette supérieure à 22 milliards. Dans le même temps, alors que des milliards de dollars sont consacrés à la guerre et que les tentatives de stabilisation économique reposent largement sur les sacrifices de la population, les besoins fondamentaux des citoyens sont relégués au second plan. Les infrastructures régionales se dégradent rapidement, entraînant des situations critiques. À Makhachkala, capitale du Daghestan, l'effondrement d'un immeuble résidentiel à la suite d'inondations massives a causé la mort de 3 personnes et contraint plus de 5000 habitants à évacuer, selon Reuters. Face à ces catastrophes, les populations locales se retrouvent souvent livrées à elles-mêmes, perpétuant des formes d'entraide communautaire héritées de traditions anciennes. Nombre d'habitants dénoncent l'inaction persistante des autorités centrales, exprimant un profond sentiment d'abandon et de marginalisation. Enfin, en dépit de l'allocation massive de ressources à l'effort de guerre, les résultats militaires demeurent limités. L'offensive annoncée pour le printemps et l'été n'a pas produit les effets escomptés. Le mois de mars s'est révélé particulièrement défavorable pour les forces russes, avec près de 32 000 pertes enregistrées sans avancée territoriale significative. À présent, la nouvelle phase de l'offensive printanière des forces d'occupation ne fait que débuter, dans un contexte marqué par l'incertitude et l'usure prolongée du conflit.